Bonjour bonjour à vous et bienvenue. Alors, nous accueillons à présent Madame Mathilde Mandelli et Messieurs Ronan Evin, Pierre Barthélémy et Kylian Valentin, élus au bureau de l'Association nationale des supporters. Madame, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nous avons entamé les travaux de cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet 2023. L'Assemblée nationale a décidé de sa création à la suite de très nombreuses révélations publiques et sportives et sportifs et de diverses affaires judiciaires ayant trait à la gestion de certaines fédérations. Nos travaux se déclinent donc autour de 3 axes: les violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, les discriminations sexuelles et raciales et les problématiques liées à la gouvernance financière des organismes de gouvernance du monde sportif bénéficiant d'une délégation de service public. L'Association nationale des supporters se présente comme ayant vocation à rassembler l'ensemble des associations de supporters autour notamment des questions relatives à l'animation des tribunes, à la gestion des accès au stade et au développement d'un dialogue intelligent et constructif avec toutes les parties prenantes. Elle est ouverte à l'ensemble des associations de supporters déclarées en préfecture et adhérant à sa charte, qui mentionne la lutte contre les comportements violents et discriminatoires. L'ANS est de fait une association monodisciplinaire. Elle ne fédère que les supporters de football. À titre liminaire, pouvez-vous nous présenter brièvement l'objet et le fonctionnement de l'ANS, ainsi que les relations qu'elle entretient avec les différents acteurs de la gouvernance du sport? Pouvez-vous partager votre vision de l'évolution des actes de violence et des discriminations dans le champ de notre commission dans le milieu du football? Le cadre existant pour prévenir, identifier et sanctionner ces actes vous semble-t-il adapté? Avez-vous des recommandations à formuler dans ce domaine? Afin d'adhérer à l'ANS, les associations de supporters doivent s'engager à respecter la charte de l'ANS. Cette charte proscrit notamment les comportements violents, à caractère raciste ou discriminatoire, et constitutifs d'injures ou de provocations sous peine d'exclusion. Quelles sont les actions mises en œuvre par l'ANS pour faire respecter cette règle? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire chacun à votre tour « je le jure » après avoir activé votre micro. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Merci. Alors, on va vous laisser donc entre 5 et 10 minutes de temps de parole. Je ne sais pas comment vous êtes organisés. Puis ensuite, on passera aux questions. Merci. Bonjour et merci à vous de nous recevoir aujourd'hui. Je vais débuter, on s'est réparti la parole en fonction de différentes thématiques. Mon intervention va être assez brève, mais il s'agit de parler des sujets évoqués par votre commission, c'est-à-dire tout ce qui est relatif aux violences, aux situations de harcèlement et aux discriminations dans les stades. Sur cette thématique-là, notre principale remarque est celle qu'on peut porter parce qu'on a en notre possession des informations à ce sujet, c'est les discriminations qui sont de nature infrastructurelle, en tout cas pour les femmes dans les stades de football en France aujourd'hui, avec des conditions d'accueil qui sont parfois déplorables, en particulier pour les clubs à partir de la Ligue 2, mais surtout les clubs dépendants de la Fédération française de football, c'est-à-dire à partir du national et division inférieure. Aujourd'hui, quand on est une femme dans un stade, on peut ne pas avoir des toilettes tout court, avoir des toilettes qui ne ferment pas à clé, donc c'est le meilleur moyen de se retrouver en situation compliquée et de pouvoir subir des violences, des toilettes qui n'ont pas de lumière, qui n'ont pas de produits hygiéniques pour de l'hygiène simple de base. Donc en fait, le football, à ce niveau-là, il est discriminant parce qu'en tant que femme, on ne peut pas être accueillie dans des conditions qui sont acceptables. De plus, le manque de stadiers féminins dans les stades ne permet pas parfois d'accueillir les femmes dans des conditions satisfaisantes, c'est-à-dire qu'un homme va passer 1 minute ou 2 à attendre pour se faire palper, mais une femme, ça va être un temps qui va être beaucoup plus long, ce qui pose souci en particulier quand on est, par exemple, un homme qui vient avec des enfants, avec des petites filles, et on doit attendre très longtemps quand on est une petite fille pour se faire palper aux portes de sécurité. Donc voilà, nous,
Ce qu'on constate sur la partie discrimination dans les tribunes, on n'a pas de base de données. On attend d'avoir on a besoin de travaux qui les mettent en avant. Par contre, en termes d'infrastructure et de conditions d'accueil, il y a une vraie problématique à ce niveau-là. Et on peut aussi parler des horaires de match qui ne permettent pas forcément de combiner la présence dans un stade de foot et une vie de famille. Voilà, il y a tout un panel de conditions d'accueil qui sont plutôt défavorables à la présence de femmes dans les stades et qui sont de fait discriminants de cette manière. Je vais laisser mes collègues compléter sur d'autres sujets. Bonjour. Ma contribution à cette commission d'enquête se concentrera plutôt sur la comparaison à ce qui se fait ailleurs en Europe, puisque je suis également le directeur général de l'association Football Supporters Europe, dont l'ANS est membre. On représente les supporters dans les 55 nations de la zone UEFA. Si on se concentre sur la question de la gouvernance du football en France, et plus particulièrement de la FFF, ce qui est assez frappant, c'est l'incapacité de la FFF à suivre un certain nombre de standards européens en termes de responsabilité sociale, de dialogue avec les parties prenantes, dont les supporters, de prévention du racisme, des discriminations, de violences de genre, etc. Et donc une forme d'isolationnisme qui ne va qu'en grandissant. La responsabilité de la FFF, elle est pourtant importante, puisqu'on parle là, à ce jour, de la fédération la plus riche d'Europe, de la deuxième en termes de participants. Et l'excuse qui nous est généralement imposée quand on s'inquiète du manque de travail sur ces questions-là, c'est celle du budget. Aujourd'hui, des fédérations telles que celle de San Marino ou des îles Féroé ou du Kosovo ont un effort en termes de responsabilité sociale qui va bien au-delà de celui de la FFF. Et pour le sujet qui nous concerne principalement, c'est-à-dire les relations avec les supporters, ont du staff dédié, une politique à court, moyen et long terme, et clairement un dialogue actif avec les représentants des supporters. Toutes ces choses-là aujourd'hui nous manquent dans le foot français. Si demain nous avons besoin de discuter d'un sujet spécifique ou de faire part d'un incident ou d'un sujet d'inquiétude à la FFF, nous ne sommes pas en position de le faire, puisque tout simplement nous n'avons pas de point de contact. L'excuse du manque de moyens semble difficilement compréhensible compte tenu des revenus, notamment commerciaux, de la FFF, et ceux liés aux différents succès des différentes équipes de France. Et donc on a clairement une fédération qui est en retard, qui a accumulé un retard aujourd'hui colossal sur les normes européenne, sur ses voisins, sur ce qui est attendu dans l'ensemble de la zone UEFA, et qui ne remplit pas, à notre sens, ses responsabilités en termes de ses responsabilités sociales. Pardon. Alors, juste par rapport à cela, est-ce que vous avez des études ou des documents de comparaison justement entre les autres clubs européens sur ce qui est mis en place et les moyens qui sont alloués en fait dans les différents clubs ou les fédérations? Alors au niveau des clubs, on est dans une situation qui est plutôt favorable du fait de la loi du 10 mai 2016 qui impose la nomination d'un référent supporter au club de football. C'est quelque chose c'est un sujet sur lequel la FF n'avait pas souhaité travailler, donc il a fallu la loi de 2016 pour qu'on y arrive. On est aujourd'hui dans une situation qui est très bonne au niveau des clubs et qui est plutôt bonne au niveau de la LFP également, avec 2 personnes dédiées au sujet de l'expérience à stade et des relations supporters dans le staff de la LFP. En revanche, oui, on pourrait tout à fait vous soumettre un listing comparatif des fédérations européennes qui ont du personnel dédié aux relations supporters, hein, et celles qui n'en ont pas. On doit être sur 3/4 aujourd'hui des fédérations sur 55 qui ont un personnel, au moins un point de contact dédié dans leur staff, et la FFF fait partie de la dernière catégorie. Et donc vous, aujourd'hui, vos relations avec la FFF, vous travaillez, vous n'avez pas de contact Inexistante. Ok. On n'a pas de point de contact. La dernière personne qui avait été clairement identifiée comme étant notre point de contact a quitté la FFF il y a 18 mois, je pense. C'était qui? C'était quelqu'un qui travaillait, je ne me souviens plus aux relations internationales, je crois. Oui, c'était monsieur Idrissi qui... C'était M. Idrissi qui était très impliqué sur ces sujets-là et qui, je pense, dans le cadre aussi de la restructuration de la fédération, a réorienté sa carrière et qui n'a pas été remplacé. D'accord. Et donc aujourd'hui, quand il y a des incidents ou des événements qui se passent, notamment pendant les matchs de foot,
Donc, il n'y a pas même à ce niveau-là, il n'y a pas de prise de contact. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas ensemble pour prévenir ce qui se passe sur les futurs matchs. Bonjour, je vais faire le lien un petit peu par rapport à ce que dit Ronan Evin. Il parlait au niveau européen et au niveau national. En effet, les contacts avec la Fédération française de football sont inexistants depuis quelques années. Là, vous parliez des incidents. Les derniers contacts qu'on avait étaient avec, en effet, Monsieur Idrissi. Là où, à titre de comparaison, avec la Ligue de football professionnel, on a pu échanger, avancer, et que la Ligue a pu mettre en place des choses, notamment sur l'organisation, la programmation des matchs, ou même le tarif de tribune visiteur mis en place par la Ligue de football professionnel, plafonné à 5 euros en Ligue 2 et 10 euros en Ligue 1. La FFF n'a jamais répondu à nos sollicitations. Sur les 2 dernières années, on a envoyé des mails pour échanger au niveau du championnat national. On attend toujours des réponses du directeur des compétitions de la Fédé. On a, comme le dit Monsieur Evin, des contacts inexistants, que ce soit sur toutes les compétitions, que ce soit la Coupe de France, les championnats amateurs. Pour reparler un petit peu de la programmation, depuis 18 mois environ, on est sollicité on a des retours de différents clubs qui peuvent dire que la fédération ne répond pas à leurs sollicitations quand il y a la question d'un report d'un match ou juste de décaler la rencontre. Il y a pas mal de choses qui se font de manière, semble-t-il, je le mets au conditionnel, officieuse, puisque du coup, quand on contacte les clubs, une fois de plus, eux non plus n'ont pas forcément de retour de la Fédération française de football. Et pour rejoindre aussi la question de la professionnalisation de ce championnat-là, au niveau de l'accueil des supporters, comme Madame Mandeli en parlait, il n'y a aussi aucun travail qui n'a été amorcé par la Fédération française, malgré les sollicitations qu'on a pu faire en 2021 et 2022. On a stoppé à ce moment-là, notamment suite au départ de Monsieur Idrissi. Alors, première demande, c'est est-ce que vous pourriez nous transmettre les sollicitations que vous avez faites à la FFF qui sont restées sans réponse, donc les mails, toutes les prises de contact. Et deuxième chose, est-ce que vous avez des contacts avec d'autres acteurs du mouvement sportif? Je pense d'une part bien sûr au ministère des Sports, mais l'ANS l'autre, le CNOSF. Est-ce que vous avez des relations avec ces autres partenaires? Les autres, donc le ministère des Sports, ministère de l'Intérieur, LFP, ministère de la Justice, CNOSF siège à l'instance nationale du supporterisme. Je crois qu'on est tout à fait satisfait du niveau de coopération avec le ministère des Sports. Bon, ça pourrait toujours être meilleur, mais on est vraiment sur un mode de coopération très structuré avec des canaux de communication bien identifiés. Et donc, sur la participation de la FFF aux travaux de l'instance nationale de supporterisme, je crois que depuis quelques années, pas depuis au moins un an, la FFF ne siège plus aux sessions plénières, je me trompe peut-être. Elle n'est présente qu'aux plénières. Sur les... Non, plus maintenant. Plus maintenant. Ok, bon bah voilà. Justement, c'est un point très, très important, c'est-à-dire que oui, la loi de 2016 qui a été évoquée a créé cette instance nationale du supporterisme qui regroupe toutes les parties prenantes dans le cadre du ministère des Sports, avec des réunions plénières qui permettent de faire des bilans ou de prendre des décisions, et puis surtout des groupes de travail très réguliers sur tous les sujets qui sont importants, dont la lutte contre les discriminations, qui est un des fils rouges de cette instance. Et la Ligue est très présente pour le foot professionnel. Il y a même les ligues d'autres clubs, d'autres sports collectifs qui sont présentes. Il y a tous les ministères concernés, mais la fédération n'a jamais été là. Elle vient parfois aux réunions plénières, mais ne prend jamais la parole. Je crois qu'il y a eu une intervention de la FFF depuis la création en 2016 qui était pour dire nous, tout va bien. Quelque chose comme ça. Donc c'est assez problématique. Et un autre exemple, la finale de la Coupe de France qui s'est déroulée en mai dernier, pour des rumeurs complètement infondées selon laquelle les supporters de Nantes avaient l'intention d'envahir la pelouse, qui vient de nulle part, qui n'a pas de fondement, la fédération a unilatéralement pris la décision d'installer des grilles en bas des tribunes. C'est quelque chose qu'on ne fait plus depuis les années 80, parce qu'en cas d'attentat, d'incendie, de mouvement de foule, les gens sont écrasés sur les grilles et ça a provoqué des dizaines de morts dans les années 80. Et donc on a contacté la fédération en leur demandant de ne pas prendre cette décision d'installer les grilles, aucune réponse. On a dû saisir la justice, et la Fédé ne s'est même pas défendue.
Donc on s'est retrouvé dans une situation mortifère sur une décision qui n'a pas de fondement et on n'a pas eu d'interlocuteur à minima pour faire de la pédagogie, pour réfléchir. Et on a même eu des échos par des journalistes qui nous disent la fédération est d'autant plus inquiète de sa décision que normalement une grille sur 3 à partir d'un certain niveau de pression d'un mouvement de foule s'ouvre pour éviter l'écrasement et là ils ne sont pas sûrs que le mécanisme fonctionne. Donc c'est quand même des illustrations de l'absence de dialogue et de visibilité qui nous inquiètent énormément. D'autant plus que dans le même temps, tous les travaux dans lesquels on a essayé d'impliquer la FFF les a quittés. Donc il y a par exemple l'Instance nationale de supporterisme, mais il y a surtout la Fondation Nivelle. C'est une fondation qui a été créée par la Fédération allemande de foot et à l'origine et aussi par la Fédération française de football et qui vise à améliorer toutes les relations entre les clubs et les supporters et toutes les instances pour avancer de manière collective et avec la police. Et la Fédération française de football en est sortie du jour au lendemain, sans nouvelles, alors qu'il y avait des avancées fondamentales qui ont permis notamment de renforcer de manière très importante le dialogue structurel entre l'ANS, le ministère de l'Intérieur et la Ligue. Mais la Fédération a quitté ce véhicule de travail. Est-ce que vous avez fait remonter ces difficultés de travail avec la FFF au ministère des Sports ou à d'autres personnes? Oui, à ma connaissance, le ministère des Sports est informé. S'il fallait, je voulais juste préciser que c'est les difficultés que nous représentons, l'ANS représente les supporters de clubs, mais que ces difficultés existent également pour les supporters de l'équipe nationale. Je crois qu'au final, la FFF voit les relations supporters d'un prisme soit marketing, avec l'idée de générer un maximum de revenus sur leur merchandising ou les billets de match, ou d'un point de vue purement sécuritaire, et refuse à la fois toute forme de responsabilité sociale dans ce rapport avec les supporters, mais également, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'adhérer aux normes existantes, aux standards internationaux, qui obligent les organisateurs de compétition à entretenir une coopération, une relation avec leurs clients, que sont les supporters. C'est même pire que ça, c'est-à-dire que les supporters sont conçus comme une charge ou comme un ennemi par la fédération. C'est vraiment, enfin, l'exemple des grilles en est un, mais il y a d'autres exemples. La loi de 2016 a créé pour les clubs de football professionnel le référent supporter. C'est un salarié du club qui est dédié au dialogue avec les supporters. C'est quelque chose qui, dans le cadre du football professionnel, a tout changé. Toutes les dynamiques sont inversées, tous les endroits où il y avait une relation conflictuelle, c'est devenu une relation productive de travail. Et la fédération non seulement reste sourde aux appels des clubs de National 1, National 2, National 3 d'y travailler pour la vie de ces clubs dits amateurs, mais en plus elle ne le fait pas avec l'association des supporters de l'équipe de France, les Irrésistibles Français, qui sont maintenant une très grosse association qui, assez unique en Europe, Ronan confirmera, anime les matchs de l'équipe de France comme les associations ultra peuvent le faire pour les matchs de clubs. Et eux-mêmes n'arrivent pas à avoir d'interlocuteurs au sein de la fédération. Donc quand ils se déplacent, parfois, c'est eux qui font le travail de la fédération pour contacter les autorités locales, pour contacter la fédération du pays hôte, pour simplement organiser leur venue, gérer la billetterie, puisque évidemment, quand on se déplace à 600, on ne peut pas juste acheter 2 billets sur le site internet, c'est une logistique colossale. Il n'y a personne à la fédération qui les aide. Et cette vision, donc, du coup, de charge, dont ils ne veulent pas la charge, mais aussi d'ennemis, elle se retrouve à notre sens dans toute la politique disciplinaire de la FFF. C'est-à-dire que la commission de discipline, que ce soit de la Ligue ou de la FFF, donc la Ligue en première instance pour les clubs professionnels et la FFF en appel, ou la FFF en première instance et en appel pour les clubs amateurs, elle a pour vocation de sanctionner les manquements réglementaires des clubs, et uniquement des clubs. Et il se trouve en fait qu'il y a un détournement complet de cet office disciplinaire par les commissions de discipline pour sanctionner les supporters à travers les clubs. Et c'est ce qu'on appelle maintenant les sanctions collectives. Quand il y a un incident dans un stade, normalement, c'est à la justice de sanctionner le supporter, et c'est à la fédération et sa commission de discipline de sanctionner le club à hauteur de ses manquements. Dans quelle mesure le club s'est mal comporté, a connu des carences, par exemple a laissé un supporter rentrer sur le terrain pour bousculer un joueur. Le club doit être sanctionné parce qu'il a mal géré son dispositif de sécurité. Et en fait, ces commissions de discipline, aujourd'hui, elles décident dans tous les cas d'épargner les clubs et de sanctionner les supporters en fermant la tribune, toute la tribune. C'est-à-dire qu'il y a une seule personne qui s'est mal comportée. Le club ne pouvait rien y faire. Par exemple, un chant à caractère raciste. Le club ne peut rien faire. Il ne peut pas couper les cordes vocales à la fouille. Enfin, il n'y a pas de solution. Et qu'est-ce qui se passe? On décide de fermer toute la tribune. Et quand on lit les décisions de ces fédérations ou de ces commissions de discipline, il y a écrit pour
pour permettre à ses supporters de comprendre, pour créer de la pédagogie, pour retourner la majorité contre la minorité. Nous prenons ces sanctions collectives. Donc on est un détournement grave de l'office disciplinaire sur des présupposés quand même paternalistes, que les supporters seraient nécessairement inadaptés à la vie en collectivité, qui seraient stupides, qui n'auraient pas d'intelligence collective, qui n'auraient pas de culture. Donc c'est un vrai problème. Et cette notion d'ennemi se retrouve encore plus loin. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui la possibilité pour les préfectures, lorsqu'une personne présente un risque de trouble à l'ordre public à l'occasion des rencontres, de prendre une interdiction administrative de stade, en attente de son procès notamment. Ce n'est pas une mesure de sanction, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si la personne a commis les faits, mais c'est par prévention, par sécurité, on l'écarte des stades. La fédération, parce qu'elle organise des matchs, reçoit cette liste. C'est normal, puisqu'elle doit s'assurer que les personnes sur cette liste n'achètent pas de billets pour, par exemple, la finale de la Coupe de France qu'elle organise. De manière illégale, la fédération croise ce fichier, qu'elle n'a pas le droit de croiser avec d'autres, avec le fichier des licenciés. Et lorsqu'elle, par exemple, elle constate qu'une personne a reçu une interdiction administrative de stade et qu'elle est en même temps joueur amateur ou éducateur dans un club, elle va suspendre sa licence de joueur ou d'éducateur au motif qu'il a fait l'objet d'une interdiction administrative qui, rappelons-le, n'est pas une condamnation judiciaire. Donc on ne sait pas encore si la personne est coupable. Et quand on parle avec eux, ils ne nous répondent pas, mais on a par l'écho, par des journalistes ou par des tiers, le fait qu'ils savent qu'ils sont en situation d'infraction pénale, mais ils n'en ont absolument, pour reprendre leurs mots, vraiment les mots qui nous reviennent, rien à faire. Alors, sur ces cas en particulier, est-ce que vous avez des exemples en tête précis et des échanges que vous avez pu avoir justement avec la fédération sur ces croisements de fichiers et le fait qu'il y ait eu des suspensions de licence? Parce que voilà, l'objectif, c'est quand même d'avoir des cas précis en fait, sur lesquels on peut discuter, parce qu'y compris, si demain on est amené à auditionner la FFF, il faudra qu'on ait des éléments là-dessus. Oui, on a les décisions disciplinaires écrites, que ce soit les suspensions de licence ou les sanctions collectives, avec ce message en disant que vraiment le but n'est pas de sanctionner le club, mais les supporters de manière générale et indifférenciée. On a ce qu'il faut. Sur le fait qu'ils savent qu'ils sont dans l'illégalité et qu'ils ne veulent pas changer les choses, ce sont des échanges oraux. Ils ne sont pas non plus complètement amateurs à la fédération. Mais ça, on peut. De toute façon, on a prêté serment au début de l'audition, donc Okay. on assume. Si vous pouvez nous transmettre ces documents aussi. Par rapport au niveau des procès verbaux de la commission de la Fédération française de football, il y a des clubs, notamment au niveau du championnat national, qui nous ont sollicité en ne comprenant pas en effet la sanction qui leur était imposée par rapport de la manière dont ils étaient sanctionnés, par rapport aux supporters. Donc il y a des clubs de football au niveau national qui pourraient vous fournir ça, parce qu'il y en a pas mal. Et dans les cas précis que vient de nommer Pierre Barthélémy. Ouais. Si vous avez les noms des clubs, et pareil, donc il faut nous transmettre toutes les informations que vous avez en fait pour nous aider à avancer là-dessus. Moi, j'ai une deuxième interrogation sur je vais appeler ça comme ça, l'écosystème du mouvement sportif. Est-ce que vous avez l'occasion de travailler avec des associations type SOS Racisme ou alors avec la DILCRA ou des associations qui traitent en fait des questions de lutte contre les racismes, les discriminations, l'homophobie dans le football, notamment puisqu'on parle du football aujourd'hui? Alors, sur la question de la lutte contre l'homophobie, on a deux types d'interlocuteurs. On a les associations avec lesquelles travaille la LFP, puisque celles-ci interviennent au sein des clubs. Et on a noué une relation de travail constructive avec un certain nombre d'entre elles. C'est un écosystème qui est assez complexe, avec un nombre d'acteurs importants et parfois concurrents. Donc, on est amené à choisir les organisations avec lesquelles on travaille, et étant donné que celles-ci sont impliquées dans le monde du sport, soit du fait de leur objet social, soit du fait de leur partenariat avec la LFP, ce sont les associations avec lesquelles on a des points de contact. Notre autre point de contact ou de référence sur ces questions... Vous pouvez nous préciser le nom des associations avec lesquelles vous travaillez? Foot Ensemble. Pardon, vas-y. Les associations partenaires de la Ligue, c'est Foot Ensemble, Panam's Boys United et SOS Homophobie. Et on se repose également sur l'expertise. Alors, on n'a pas d'organisation de supporters LGBT+ en France. En revanche, ces organisations qui existent ailleurs en Europe et que nous, au sein de Football Supporters Europe, on coordonne. Donc, on se repose aussi sur cette expertise et cette expérience-là. Il y a un deuxième canal de travail sur ces discriminations. C'est dans le cadre de l'instance nationale du sportérisme. Il y a un groupe de travail sur la lutte contre les discriminations.
On a rédigé un rapport en 2021 de trois documents de 60 à 80 pages chacun qui couvrent tous les types de discrimination subis dans les stades, que ce soit l'homophobie, l'antisémitisme, le sexisme, le racisme, etc. Et par ailleurs, on a des contacts très réguliers avec la Ligue et avec le cabinet du ministère des Sports à chaque fois qu'il y a une actualité un peu plus forte sur ces sujets. Et donc on rencontre régulièrement les personnes à la Ligue et au cabinet des sports en charge de ces sujets pour essayer de trouver les meilleures avancées, les meilleures solutions. Donc ce sont des sujets sur lesquels effectivement on a beaucoup d'interlocuteurs, une vraie capacité d'avancer. Mais où là encore, effectivement, il n'y a pas de contact avec la Fédération française de football qui a, surtout dans la presse ces dernières années, eu pour habitude de dire que ce sont des choses qui n'existent pas dans le football. Qui compose ce groupe de travail? Ce sont tous les membres de l'instance nationale du supporterisme, donc ils sont nommés par arrêté ministériel. Il y a 10 associations de supporters agréées, dont l'ANS. Il y a ministère de la Justice, ministère des Sports, ministère de l'Intérieur, ministère des Transports. Il y a les ligues professionnelles. Il y a des personnalités qualifiées, des sociologues, des universitaires, des historiens, des spécialistes de la sécurité des manifestations sportives. Il y a des représentants des élus, donc il y a un sénateur, un député, une sénatrice et un député. Il y a les représentants de l'Association des maires de France, il y a un représentant de l'Andes. Donc il y a, je pense, 30-35 entités ou personnes présentes qui ont la totale liberté d'intervenir dans l'ensemble des groupes de travail qui se mettent en place au cours de l'année. Je complète rapidement sur ce rapport qui a été fait dans le cadre de l'INS. Il y a un cabinet est intervenu, un cabinet extérieur, et qui a aussi mené des enquêtes, enfin des auditions auprès de nombreuses personnes. Donc c'est vraiment un travail de fond qui avait été réalisé, auquel l'INS avait grandement contribué, et on a passé beaucoup de temps, même nous, associations bénévoles, à relire ces documents et à pouvoir proposer une vraie étude globale sur les discriminations. Juste alors, ce rapport, si vous pouvez me rappeler, il date de quand? 2021. 2021. Oui, rapport Mouvance, le nom. On va essayer de le récupérer. On pourra vous l'envoyer. Très bien. Pardon, juste par rapport à, pour compléter aussi, la Ligue de football fait des ateliers aussi via les référents supporters dans les différents clubs. Elle va les solliciter pour que les associations avec qui elle est en partenariat viennent les rencontrer à différents intervalles, puissent en faire un retour et puis travailler et avancer. La Ligue de football professionnel le fait. La Fédération française de football ne le fait pas, aussi pour un petit peu compléter par rapport à ce travail-là autour des discriminations. Ok. Je vous posais la question de savoir justement, peut-être je reviens dessus, sur la DILCRA, SOS Racisme. Est-ce que c'est des associations avec lesquelles vous avez déjà eu l'occasion de travailler ou d'être en contact? On a eu un certain nombre. La DILCRA a pris part à un certain nombre de réunions au ministère des Sports, principalement sur le sujet de la lutte contre l'homophobie. SOS Racisme, à ma connaissance, on n'a pas de contact. La LICRA avait à une époque une commission sport avec laquelle on était en contact. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. En tout cas, les personnes qui étaient à cette commission sport à l'époque ne sont plus actives. C'est le seul exemple qui me vient en tête. Okay. Et les réunions que vous avez justement au ministère du Sport, quand il y a d'autres associations, structures qui sont présentes, quel est l'objet de ces réunions? À quelle fréquence vous rencontrez pour travailler? Au niveau de la fréquence, ça va dépendre un petit peu des groupes de travail. Là, ça fait quelques temps qu'il n'y en a pas eu. Elles doivent reprendre la semaine prochaine. Et après, au niveau des sujets, ça va dépendre un petit peu de l'actualité et aussi des sujets que veulent aborder certains membres de l'INS. Et après, au niveau de la fréquence, on va être sur une fois par mois. Vous savez quand a eu lieu la dernière réunion de travail? Alors, il faut préciser qu'il y a des réunions plénières et des réunions de groupe de travail. La dernière réunion, les plénières, c'est 2 fois par an minimum, je crois. Et la dernière remonte à fin juin ou début juillet. Et la prochaine sera au mois de décembre. Donc ça, c'est 2 fois par an. C'est les réunions plénières en présence de la ministre et puis généralement, c'est le management des organisations représentées. Donc ça va être le directeur général de la Ligue, par exemple, qui sera présent sur ces réunions-là. Et après, groupe de travail, ça dépend plus... la fréquence dépend de notre disponibilité, puisqu'on est bénévole dans ce cadre-là, et de l'actualité.
Oui, comme le disait Kylian, ça doit être en moyenne une réunion par mois. Lors de l'audition justement d'SOS Racisme, ils nous ont indiqué avoir assisté à une réunion au ministère des Sports sur la question notamment sur la lutte discrimination, mais notamment sur la question de l'homophobie, où il y a eu des échanges et des discussions sur les mots qui étaient parfois entendus dans les stades. Et ils nous ont indiqué que lors de cette réunion, on leur avait indiqué que le mot, je le mets entre guillemets, le mot enculé n'était pas homophobe. Est-ce que vous, déjà, vous étiez présent sur ces temps d'échange? Est-ce que vous considérez, vous aussi, que ce mot n'est pas homophobe? Non, il n'y a aucun débat sur la nature homophobe du mot enculé. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'il est utilisé, dans quel cadre, et dans quel cadre il est utilisé dans les stades. Mais il est très clair, et je suis un peu surpris qu'on utilise ces mots, ces prises de position-là contre nous, parce que ça n'a jamais été la nôtre. Il n'y a aucun... Alors, ils n'ont pas dit que c'était vous. Hein. D'accord. Pardon, Voilà. j'ai mal compris. Non, ils n'ont pas dit que c'était vous, ils ont dit que c'était dans le cadre de la discussion. D'accord. Il y a eu un débat sur ce mot, et donc on leur avait indiqué que c'était pas homophobe. Après, moi, ça m'intéresse de savoir, quand vous parlez de contexte et de l'utilisation du mot. En fait, c'était en 2019, à l'époque où il y avait eu une récurrence nationale de certains champs de cette nature. Il y avait une réunion au ministère des Sports, effectivement, qui avait été très large, et il y avait eu un débat, en fait, notamment sur quelle est la réaction qu'il faut avoir ou la sanction qui peut être apportée. Et il y avait eu un débat juridique, notamment avec le ministère de la Justice qui explique qu'en droit, pour qu'il y ait une infraction pénale, il faut qu'il y ait un élément intentionnel et un élément matériel. Et que lorsqu'on utilise le mot enculé pour injurier mais sans penser homophobe, et qu'en plus la personne qui est visée, parce que je crois qu'en plus à l'époque le chant c'était la ligue on t'encule pour être précis, ne vise pas une personne homosexuelle, juridiquement ça n'est pas homophobe. Mais il avait bien évidemment été rappelé que ça n'est pas parce que juridiquement ça n'est pas homophobe et que donc que juridiquement il ne peut pas y avoir une peine pour propos à caractère homophobe, que pour autant ça n'est pas un mot qui renvoie à l'homosexualité de manière injurieuse, méprisante, viriliste ou stigmatisante, et donc que pour autant c'est un mot qui blesse des gens, qui exclut des gens. Donc je pense que c'est ça la dichotomie qui s'est passée, c'est-à-dire qu'il y a eu un débat juridique qui expliquait, où il y avait la DILCRA aussi, il y avait une explication sur le fait que ça ne permet pas de prendre une peine pénale au titre d'un propos homophobe, mais que pour autant, moralement, philosophiquement, humainement, c'est un mot à caractère homophobe. Et donc, alors, puisqu'on dissocie du coup la question du volet judiciaire de l'utilisation du mot qui effectivement pose énormément de problèmes quand même dans son utilisation, et le fait que ça a quand même un caractère homophobe et que ça blesse des gens, même si au moment où il est utilisé, il ne vise pas des personnes nommément, ou en tout cas des personnes, mais plutôt des clubs ou des ligues. Qu'est-ce qui est mis en place justement aujourd'hui? Et je ne parle pas de... parce vous avez évoqué la question des sanctions collectives, donc je pense notamment à l'arrêt des matchs parfois, mais aussi quand il y a des propos racistes. Mais qu'est-ce qui est mis en place au niveau préventif, justement en termes d'information et de prévention, auprès des clubs de supporters, par exemple, sur ce volet-là? Au niveau des clubs de supporters, comme je disais, la Ligue propose des ateliers avec les associations avec qui elle est partenaire, qui vont solliciter les clubs pour ensuite rencontrer dans les centres de formation les éducateurs, les jeunes, les clubs de supporters, les présidents et dirigeants des différents clubs pour faire de la prévention autour de ça. Donc les clubs de supporters, ils sont associés à chaque fois, la Ligue nous en informe. Sur les divisions inférieures et amateurs, il n'y a pas ce travail-là qui est mené par la Fédération française de football. Ça se fait en Ligue 1, Ligue 2, mais à partir du national, ces travaux de pédagogie-là et de prévention n'existent pas. De la même manière qu'il n'existe pas au niveau amateur, au niveau des là on parle des championnats semi-professionnels, mais la même chose. Si demain vous êtes président de club amateur et que vous avez un incident type de homophobe dans votre club, je ne sais pas très bien vers qui vous vous tournez pour mener une action de prévention. Et ça mène à un débat plus complexe qu'on a déjà eu. C'est-à-dire que parfois on parle à nos interlocuteurs, on leur dit quel est l'objectif pour vous? Est-ce que l'objectif c'est de faire du cache-misère, c'est-à-dire on arrête des chants mais on n'avance pas, ou est-ce que l'objectif c'est qu'une personne LGBT elle puisse aller au stade et s'y sentir normalement, qu'il n'y a rien qui l'exclut, qu'un joueur puisse faire son coming out librement parce qu'il n'y a pas de pression. Et malheureusement souvent on a l'impression que nos interlocuteurs, leur objectif c'est de calmer
tempête médiatique ou les réactions politiques juste en cachant les champs. Donc de ce point de vue-là, certes, qui est déjà une belle avancée, il y a eu des avancées. Il y a plusieurs groupes de supporters qui ont modifié leur chant, qui ont d'ailleurs communiqué publiquement pour dire qu'ils modifiaient leur chant, ou qu'ils arrêtaient leur chant de cette manière. En revanche, on a le sentiment qu'il manque cette étape plus générale que la Ligue maintenant essaye de mettre en place, mais de prendre le sujet de manière vraiment sociétale, humaine. Et on a un peu de réticence là-dessus. En revanche, sur les ateliers que mène la Ligue, ça marche très très bien. Et nous, on en a parlé avec certains de nos membres. Ils nous disent ils viennent, ces assos, ils viennent cet après-midi, on doit les rencontrer, on y va avec des pieds de plomb, on va leur dire que de toute façon, c'est pas eux de nous dire ce qu'on fait dans notre stade. Et puis on parle après la réunion, ils disent ah ouais, ils nous ont quand même bien chahuté, on comprend ce qu'ils disent. Effectivement, on n'avait pas pensé à ça, on n'avait pas pensé à ça non plus. Et pour nous, c'est autrement plus efficace que des sanctions collectives où alors là la réaction elle est grégaire, elle est tout de suite automatique, c'est s'ils veulent la guerre, nous on va leur faire la guerre, et ce qui est complètement contre-productif. Mais ce diptyque sensibilisation par un vrai dialogue sincère et puis ensuite sanctions individuelles, ça, quelqu'un qui une fois qu'il a été sensibilisé, informé, continue volontairement d'avoir des comportements racistes ou homophobes dans un stade, il doit en répondre devant la justice et il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui on rate un peu cette double étape préalable de quel est l'objectif vraiment qu'on veut poursuivre et qui ne doit pas se limiter à des champs, et ensuite quelle est la réaction la plus appropriée, et il faut bien avoir en tête que sanction individuelle ça marche mieux que sanction collective et qu'il n'y aura pas non plus de solution miracle, on ne va pas tout résoudre dans l'instant médiatique, il faut savoir accepter qu'on va avancer petit à petit. Alors justement, vous avez évoqué la sanction individuelle et donc lorsque le comportement se poursuit, d'abord, qui signale à la justice lorsqu'il y a une difficulté avec un ou des supporters qui réitèrent à plusieurs reprises des propos homophobes ou racistes? Donc, qui est en charge des signalements? Comment se passent les procédures? Est-ce que c'est le club? Est-ce que c'est la FFF? Est-ce que c'est votre association? Première question. La deuxième, c'est est-ce que vous connaissez la cellule du ministère, la cellule Signal Sport? Sur l'identification des comportements à caractère discriminatoire dans les stades, aujourd'hui, la réponse peut être individualisée parce qu'on a des stades modernes qui disposent de systèmes de vidéosurveillance de pointe. La sanction collective, c'est un système qui date des années 80, à une époque on n'avait pas cet outil-là pour identifier. Donc il fallait avancer au bulldozer, punir 5000 personnes pour les actions de quelques-uns, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Aujourd'hui, c'est les solutions d'identification, on les a. On l'a vu encore à Montpellier il y a quelques jours avec le pétard qui a été lancé sur un joueur. L'interpellation s'est faite en quelques secondes, la personne a été... ou à Nancy pour des faits de racisme, les personnes sont identifiées, sorties de tribune et remises à la force publique en quelques minutes. Donc on ne peut pas faire mieux, plus rapide en termes d'identification. Donc les outils sont là, ils sont présents. Mais au lieu d'avoir adapté la réglementation disciplinaire à cette nouvelle réalité qui est celle de la vidéosurveillance de pointe, on a empilé les réponses disciplinaires au point qu'on arrive à une sanction individuelle pour les personnes qui, comme à Nancy, ont été rendus coupables de caractère discriminant, mais en plus on va venir empiler par-dessus une sanction collective. Donc il ne peut pas y avoir de réponse, enfin, ça complexifie une réponse ou une prise en compte de ce comportement de la part des personnes qui se trouvent autour, parce que si elles vont le signaler à un stadier, elles vont se retrouver privées de match au match suivant. Donc il est compliqué de mobiliser les gens qui se trouvent autour pour avoir une réponse, disons, collective, autogérée, etc., puisque vous allez être les premiers à vous retrouver punis si la Ligue décide d'une sanction collective. Donc c'est très compliqué. Et par ailleurs, sur la cellule de signalement, je me tourne vers mes collègues. Moi, à titre personnel, je ne sais pas ce que c'est. Je l'ai découverte dans les articles de l'équipe où il disait qu'il y avait une concurrence entre deux plateformes et que ça faisait des polémiques sur le champ de votre commission. Donc je vous avoue que c'est à cette occasion-là que j'ai découvert ces plateformes. Vous êtes nombreux à la découvrir grâce à cette commission d'enquête. Donc elle aura au moins été très utile faire découvrir cet outil qui est au niveau du ministère des Sports. Donc c'est une cellule de signalement et il y a toute une question... Enfin, il y a déjà le fait de ne pas la connaître, mais il y a aussi le périmètre aujourd'hui qui n'est pas tout à fait clair visiblement y compris d'ailleurs sur les faits de racisme et discrimination, homophobie, qui ne sont pas forcément dans le champ de cette cellule Signal Sport. Ça sera peut-être d'ailleurs un travail qu'il faudra engager pour la suite.
Moi, je voudrais revenir juste sur la charte en fait qui est signée, donc puisque les associations de supporters donc qui viennent chez vous donc doivent signer une charte qui proscrit les comportements, je l'ai dit, violents, à caractère raciste ou discriminatoire. Comment vous faites appliquer cette charte? Et je vais préciser parce que euh, on n'a pas réussi à savoir si l'association des supporters du club de Nîmes Olympique, Gladiator Nîmes 1991, faisait encore partie de l'ANS, puisque le club avait relevé plusieurs incidents l'an dernier, dont des provocations et des injures à caractère raciste et homophobe, ce qui avait conduit son président Rani Assaf, par ailleurs contesté par d'autres clubs de supporters, à porter plainte. Est-ce qu'il est toujours adhérent de votre structure? Oui, les Gladiators Nîmes 1991 sont encore membres de l'ANS. Et par rapport aux différentes procédures entamées contre le président Rani Assaf, fait suite à une grosse problématique et un gros conflit local qui est assez opaque à certains moments donnés, même dans ce que les Gladiators Nîmes nous rapportent en termes de légalité pour accéder au stade, dans la manière dont fonctionne Rani Assaf, qui pose vraiment question. Et les Gladiators Nîmes, par rapport à ce que M. Assaf a pu dire, c'est au moment où les Gladiators sont rentrés dans le stade par un autre biais, parce que M. Assaf leur avait interdit l'entrée au stade de manière complètement arbitraire et illégale et qui avait été démontrée. Pour éclairer sur les deux sujets, sur le premier, on ne peut exclure une association qu'une fois qu'il y a des condamnations judiciaires. Parce que malheureusement, on est tenu par la présomption, heureusement, on est tenu par la présomption d'innocence. À notre sens, il n'y a eu aucune enquête à Nîmes, parce que c'est dans un contexte en fait très particulier où le Rani Assaf, le président, exclut illégalement d'accès au stade son association de supporters parce qu'elle conteste sa politique sportive assez d'ailleurs critiquable. Et il y a une plainte pénale en cours pour discrimination de la part de cette association de supporters contre lui. Et il y a une saisine de la CNIL depuis 2 ans aussi contre lui parce qu'il édite des trombinoscopes des supporters interdits et il demande aux stadiers, à l'époque en utilisant le pass sanitaire et maintenant en utilisant les trombinoscopes, pour les exclure à l'entrée. Donc pour nous aussi, on a du mal à accorder une crédibilité totale aux propos de M. Assaf parce que ça s'inscrit dans un conflit ancien qui était déjà sur le terrain judiciaire. Mais en revanche, si jamais il y a une condamnation pénale, il n'y a aucun sujet sur le fait que nous, on appliquera la charte. Il y a déjà un groupe qui a dû quitter l'association pour des violences répétées il y a maintenant 4 ou 5 ans, je crois. Donc on n'a pas de problème à faire appliquer la charte. C'était quel groupe? Je crois que ça... c'est un point qui relève de la liberté d'association, et malheureusement, je ne pense pas qu'on soit en mesure de vous le communiquer. Ok. Enfin, on peut vous le communiquer après accord de l'association, mais là, on ne peut pas le faire comme ça. Mais en tout cas, il y a eu un départ du coup forcé d'un groupe. Sur des faits on peut parler du fond du dossier sans citer le nom de... De violences graves en groupe. Peut-être une interrogation sur vous, comment vous voyez l'évolution des faits de discrimination et de racisme ou d'homophobie dans le football, en l'occurrence. On a eu l'occasion d'auditionner quelques sportifs, des athlètes, des personnes qui ont fait des documentaires aussi. Notamment, on a eu l'occasion de voir le documentaire « Je ne suis pas un singe » qui est très, très parlant sur ce que vivent certains sportifs, notamment dans les stades de France. Comment vous voyez ça? Je vous le demande parce qu'au moment où on a voté un texte sur les Jeux olympiques et paralympiques, on nous a fait état d'une diminution très importante entre 2019 à 2021 des condamnations au titre des atteintes à la sécurité des manifestations sportives. Donc voilà, et alors même que de l'avis même des sportifs qu'on a reçus ici, ils ont le sentiment qu'il y a une augmentation des phénomènes. Donc vous, votre regard là-dessus? Je pense que c'est une question vraiment complexe parce que il faut se méfier
d'un prisme qui relève du ressenti et du fait que la société de manière générale est beaucoup plus sensibilisée sur ces questions-là, et nous aussi, et les joueurs, les organisations de supporters, etc. Donc ça me semble complexe. Ce qui est certain, c'est que les stades français étaient beaucoup plus politisés il y a 20 ans ou 25 ans qu'ils sont aujourd'hui. Des cris de singe, des chants racistes, c'était monnaie courante dans un certain nombre de clubs français. Il y a 20 ou 25 ans, ça a complètement disparu pour le coup. Alors, je mets la question des chants homophobes à part, mais les chants racistes ont aujourd'hui complètement disparu. Les incidents racistes qu'on trouve en tribune, c'est des incidents, et celui de Nancy est assez symptomatique ou symbolique dans ce sens, c'est vraiment des incidents isolés. Donc on n'a plus de tribune avec 2, 3 000, 4 000 personnes qui ont des chants racistes. Donc de ce point de vue-là, on a progressé. Maintenant, est-ce que nos attentes et les attentes de l'ensemble des acteurs sont plus élevées? Clairement. Et nous aussi, vis-à-vis du monde du sport, des clubs, des organisations sportives, on est sur des attentes beaucoup plus élevées. Les saisons 2019-2021, la réduction des incidents, ça s'explique aussi, je pense, par le Covid, tout simplement. Mais voilà, on entend beaucoup d'acteurs du monde sportif qui parlent d'une augmentation du nombre d'incidents, d'augmentation du nombre d'intrusions sur la pelouse et ce genre de choses. Sur les 2 dernières saisons, aujourd'hui, je ne connais pas de chiffres précis à ce sujet-là. Les quelques pays européens qui produisent des statistiques complètes, dont le Royaume-Uni, démontrent plutôt une baisse du nombre d'incidents. Voilà, en l'absence de statistiques précises, je suis incapable de fournir une réponse autre que mon ressenti personnel. Alors, on a beaucoup parlé du football, mais on sait qu'il y a des incidents qui ont lieu aussi dans d'autres disciplines sportives. Est-ce que vous avez peut-être aussi des informations, des ressentis sur ce qui se passe dans d'autres sports? Enfin voilà, je sais qu'on a écho d'autres disciplines où il y a aussi parfois du racisme, de la discrimination et de l'homophobie qui se pratiquent, y compris d'ailleurs lors de compétitions. Est-ce qu'il y a des structures similaires à la vôtre qui existent aujourd'hui ou pas du tout? Et si c'est le cas, est-ce que vous êtes en contact avec elles? Oui, au niveau du rugby amateur, comme le foot amateur, une fois qu'on est sorti du monde professionnel et semi-professionnel, le rugby amateur rencontre les mêmes difficultés. Il y a notamment au niveau de l'INS un membre qui fait partie de la fédération de rugby, qui est des supporters, pardon, pas de la fédération de rugby, merci de préciser, qui est très actif sur ce sujet-là par rapport aux discriminations et au racisme qu'il peut y avoir dans le rugby semi-professionnel et amateur. Et on a le même ressenti, c'est qu'en effet, en termes une fois de plus, de prévention et de pédagogie, qui doit commencer à ce niveau-là, n'existe pas dans ces divisions amateurs. Est-ce que vous pensez que, par exemple, la fédération de rugby a la même... Enfin, est-ce qu'il y a une préoccupation qui est similaire à la FFF? Ou est-ce que vous pensez que la FFF, c'est vraiment un cas particulier dans le monde des fédérations sportives? Je pense qu'on peut voir la réaction du président de la FFR après la bagarre à caractère raciste qui est intervenue au rugby amateur la semaine dernière. Il y a eu une réaction du président immédiate, conférence de presse très ferme, sans ambiguïté. Alors que quand on écoutait Noël Le Graët à l'époque, on avait l'impression que c'était presque injurieux pour lui de dire qu'il pouvait y avoir le moindre incident de racisme dans le football français. Donc il y a clairement au moins une différence de réaction devant des faits avérés. Sachant que dans le rugby, de mémoire, il y en avait déjà eu aussi il y a une vingtaine d'années, quand il y avait un joueur du Stade Toulousain, Yves Donguy, là, qui avait fait l'objet de cris de singe, et il y avait une réaction très très ferme aussi de la fédération de rugby à l'époque. Alors peut-être si vous aviez des propositions à faire pour améliorer justement tout le travail de prévention, même si vous avez évoqué la question des clubs amateurs, et aussi sur le volet des sanctions, j'entends la question de la vidéosurveillance et du travail qui peut être mis en place, et peut-être d'autres propositions que vous auriez à faire à cette commission d'enquête pour faire en sorte en fait, de diminuer, voire faire disparaître ce qui gâche un peu les moments festifs et sportifs auxquels on aimerait tous assister dans de bonnes conditions. Il y a au niveau de le travail que mène la Ligue de football professionnel avec notamment les référents supporters qu'elle a mis en place il y a quelques années en les formant. Au départ, c'était assez compliqué parce que ça venait de naître et il fallait que tout le monde s'y habitue. Là, en 2023, on voit tous les efforts et le travail qui a été mené par la Ligue en termes de dialogue avec les supporters, de prévention et de co-construction sur certains sujets. Et c'est par là que devrait commencer probablement la Fédération française de football. On l'a dit tout à l'heure, depuis 18 mois, on n'a plus de contact avec la FFF.
Auparavant, on en avait. C'était compliqué, c'était très laborieux, mais on arrivait à avoir un interlocuteur qui pouvait remonter l'information et on avait des temps d'échange, des réunions de temps à autre. Depuis 10 mois, on n'a plus rien et c'est quelque chose qui nous paraît pertinent que la Fédé puisse mettre en place quelque chose comme l'a fait la Ligue via des référents supporters dans les clubs semi-professionnels, voire même dans certains clubs amateurs qui le peuvent, pour pouvoir faire de la prévention et du dialogue avec les dirigeants, les équipes de jeunes et les clubs de supporters, comme la Ligue le fait. Parce que par rapport à ça, pour revenir sur la discrimination, au début de 2019, il n'y avait pas forcément tout ce travail qui était fait dans les centres de formation et auprès des équipes de jeunes. Et où il y a eu un sentiment où en fait tout reposait sur les supporters pour régler la solution des discriminations. Et à partir du moment où la Ligue en fait a inclus les centres de formation, les dirigeants et les clubs, ça a vraiment mis tout le monde dans le travail. Voilà. Pour compléter, il y a deux sujets. Le premier, c'est celui aussi de l'exemplarité des instances du sport français. Clairement, je pense que dans le cadre de votre commission, vous avez des retours sur des choses qui peuvent être problématiques au niveau des instances du football français en particulier. Alors pas sur les sujets de racisme ou d'homophobie, mais sur aussi les sujets de discrimination faite aux femmes. Clairement, il y a un problème d'exemplarité au niveau des fédérations de sport, et quelle image ça renvoie aussi. Il faut aussi peut-être qu'au niveau des instances, il y ait cette exemplarité. Le deuxième point, c'est aussi, comme l'a très bien expliqué mon collègue tout à l'heure, c'est l'équilibre des sanctions et de la prévention. Ça, c'est un vrai sujet. Si on continue à avoir cette approche uniquement sanction, et aussi, d'une certaine manière, laisser le pouvoir à celui qui par exemple, provoquerait des cris de racisme, de pouvoir arrêter un match ou de pouvoir faire perdre des points à son équipe, au lieu d'être sanctionné durement individuellement comme le prévoit la loi, là on perd l'équilibre en fait des sanctions et de la prévention. Et à ce niveau-là, il faut vraiment qu'il y ait une fin de ces sanctions collectives sur ces sujets-là, parce que je prends mon exemple, je suis une femme, si je suis discriminée dans un stade, que ce sujet il est remonté et que de fait la tribune est fermée ensuite parce qu'il y a eu des propos discriminatoires, en fait je serais doublement discriminée. Donc c'est un sujet qui est important, parce qu'il faut que cet équilibre soit total pour que les sanctions soient comprises et que la prévention soit bien comprise également. Et on voit en fait l'importance du travail de sensibilisation, c'est-à-dire qu'en 2019, la réaction avait été purement de sanctions et ça avait décuplé par provocation ces phénomènes. Depuis qu'il y a de la sensibilisation, on voit énormément de bonnes pratiques qui émergent. Par exemple, lors du match entre Rennes et Nantes, il y a une spectatrice qui a dit qu'elle a fait l'objet d'attouchements non désirés dans la tribune. Tout de suite, le groupe de supporters a communiqué, le club a communiqué, tous les moyens ont été mis à disposition de la justice pour identifier la personne. À Nancy, hier, l'entraîneur du Red Star a dit qu'il a entendu des cris de singe venant de un ou deux supporters contre ses joueurs. Tout de suite, réunion de crise des présidents des deux clubs, implication de la police, réaction immédiate, le procureur, tout le monde. Enfin, il y a des réactions absolument immédiates parce que, grâce à la sensibilisation, on a compris l'importance de ces sujets, et il y a des réactions absolument automatiques. Et on l'a vu aussi en matière d'homophobie, lorsque, à la mi-temps d'un match, il y a un joueur de l'équipe de Metz qui dit on a joué comme des en première mi-temps. Évidemment, il n'y a pas d'intention homophobe, mais en fait, maintenant, il y a une telle sensibilisation que tout de suite, le club l'a compris, parce qu'il a fait beaucoup d'ateliers avec la Ligue. Et à la fin du match, ils ont demandé aux joueurs, ou lui, il a compris par ses ateliers, de retourner devant la caméra, en disant, la télévision, en disant tout à l'heure, j'ai utilisé un mot que je n'aurais jamais dû employer, je présente mes excuses, je ne voulais pas blesser les gens, je n'aurais pas dû le faire. Et ça, c'est des choses qu'on ne voyait jamais avant. Donc que ce soit là sur des agressions sexuelles, que ce soit du racisme ou de l'homophobie, on voit que tout le travail de pédagogie, en fait, restructure tous les comportements. Et je ne vais pas dire désamorce, parce qu'à chaque fois, c'est arrivé après un incident, mais disons que ça permet en tout cas de trouver la solution la plus efficace a posteriori, tout en espérant que ça permettra maintenant d'éviter d'avoir à agir a posteriori, parce qu'il faudra éviter a priori ces comportements. Mes collègues ont déjà dit pas mal de choses. Je crois que, surtout si on parle de lutte contre l'homophobie et les violences de genre, puisque les deux problèmes plutôt prévalents dans nos stades, encore une fois qu'on l'explique tout à l'heure, le racisme, en tout cas de groupe, est résiduel.
Je crois que la question, c'est celui d'un traitement qui soit global. On ne peut pas juste penser que se débarrasser des champs va régler l'ensemble, va rendre nos stades plus accessibles, plus accueillants pour tous. Il faut reconnaître que nos stades peuvent être hostiles aux personnes LGBT et à toute personne qui sort de la norme hétérogenrée, mais c'est un travail de fond. Mathilde en parlait tout à l'heure, des choses comme la formation des stadiers, le fait d'avoir accès à des toilettes qui ont des portes, des choses comme ça, ça fait aussi partie de ce qui peut permettre de rendre nos stades plus accessibles. Et il y a un effort de fond qui doit être fait. Je crois que les organisations de supporters sont prêtes à y participer, mais la responsabilité ne peut pas être uniquement mise sur nos épaules, et il faut une mobilisation de l'ensemble des acteurs du sport français. Donc la question des infrastructures, elle est vraiment fondamentale. Quand vous allez à un match au Stade de France pour une finale de Coupe de France et que vous n'avez pas accès à des toilettes avec de la lumière ou une porte, c'est gravissime, et c'est des sujets qui sont pour nous de premier plan, mais qui ne sont pas traités. La deuxième question, c'est celle du signalement, ou de comment est-ce que vous pouvez avoir du soutien en tant que personne isolée, en tant que responsable de groupe de supporters, en tant que responsable de club de foot amateur, si vous avez besoin de mener une action de prévention, ou si vous avez besoin d'effectuer un signalement aujourd'hui dans le cadre FFF, il n'y a pas de point d'entrée, de contact clairement identifié, ou alors s'il existe, si ce point de contact existe, nous, autour de cette table, on n'a pas l'information, et ce qui est aussi un problème, ça voudrait dire qu'il y a un souci de communication autour de ces travaux. La question des sanctions, elle a déjà été évoquée par mes collègues, mais il faut vraiment faire sauter ce tabou, pour une raison qui nous échappe, que ce soit au moment de la loi 2016 ou du rapport Buffet-Houillet d'il y a 2 ans. C'est des questions qui n'ont malheureusement 3 ans, qui n'ont malheureusement pas été traitées. Enfin, c'est traité dans le rapport Houillet-Buffet, mais il n'y a pas eu de suite à la part du gouvernement ou des instances sportives. On ne comprend pas ce tabou des sanctions. Pour qu'elles aient du sens, il faut qu'on puisse en discuter, il faut qu'on puisse en réfléchir, il faut qu'on puisse analyser leur impact, et c'est quelque chose sur lequel, c'est vraiment un mur sur lequel on se brise. Et enfin, il y a une responsabilité importante du côté des instances sportives, c'est celle du développement d'une politique de droits humains. On a d'un côté des acteurs notamment étatiques, qui viennent de pays où la question des droits de l'homme est particulièrement problématique, qui investit dans le sport français, et les instances du sport français qui envoient nos matchs, nos tournois dans des pays qui ne sont clairement pas, enfin qui sont clairement hostiles, notamment aux personnes LGBT. Je fais la référence à la décision à venir de la LFP et de la FFF de délocaliser la finale de la Supercoupe, enfin du Trophée des Champions, en Arabie Saoudite. Et on a les instances du sport français qui ne sont pas dotées de politique droits de l'homme, qui sont incapables de mesurer les risques associés à ces compétitions et de mener une politique de prévention. Donc il est important que le foot français rattrape son retard sur ces questions et se dote de politiques solides en termes de droits humains. Et la même chose s'applique sur la diversité. Aujourd'hui, la norme dans les grandes fédérations européennes, c'est d'avoir un référent diversité clairement identifié, qui soit quelqu'un qui soit même une figure publique, qui soit capable d'aller parler au club, qui soit capable de parler dans les médias, etc. Je ne sais pas si ce rôle-là existe aujourd'hui à la FFF, à ma connaissance, ce n'est pas le cas, mais ça fait partie des pistes à explorer pour que, de la même façon que la FFF doit développer ses relations supporters, doit être capable d'accueillir les supporters en situation de handicap de façon bien meilleure que ce qu'elle fait actuellement, elle a besoin de se doter d'un référent de diversité clairement identifié. Alors peut-être juste quelques demandes de précision, parce qu'on prend bonne note de toutes vos propositions. Donc peut-être sur les documents qu'on s'est dit, donc nous on veut vraiment bien recevoir tout ce que vous pouvez nous transmettre pour pouvoir voir justement les comparaisons avec d'autres pays et d'autres informations. Aussi, l'entité qui a été sortie, voilà, du coup, vous ne le donnez pas ici, mais vous pouvez nous le transmettre par mail sans aucun souci. Juste une question, parce qu'on a évoqué la question des moyens, où on vous a dit justement à chaque fois, la FFF répond qu'elle n'a pas de moyens pour mettre en place des choses. Vous, justement, en tant que structure, comment vous fonctionnez? Est-ce que vous avez des subventions? Comment est-ce que fonctionne en fait votre structure au niveau moyen? Il y a la cotisation des clubs de supporters chaque année. Et puis, il y avait eu à un moment donné l'ANS avait reçu, ça remonte à quelques années. On avait participé à un programme Erasmus+ de l'Union européenne sur la mise en place du référent supporter. Et on avait eu un budget qui servait à payer les frais et les salaires des personnes affectées, mais comme on est tous bénévoles, on a
eu le droit de garder le budget affecté au salaire pour financer les travaux de fond de l'association. Donc on a assez d'argent pour ne pas avoir à en demander à autrui, ce qui nous permet de garder notre indépendance. Ok. Et juste, peut-être, alors c'est peut-être moi qui n'avais pas bien compris, mais juste si vous pouvez me repréciser, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on a beaucoup essayé de comprendre en fait dans le cadre de cette commission d'enquête. C'est là où il y a peut-être parfois des failles ou des dysfonctionnements qui font que les affaires ne sont pas traitées au moment où elles devraient l'être. Quand il y a des répétitions de faits racistes ou homophobes, qui fait, en fait, si on doit faire un signalement à la justice par exemple, qui est en charge de ce signalement? J'ai pas très bien compris. Bah là, par exemple, si on prend le cas de ce qui s'est passé à Nancy hier, c'est le club via la vidéosurveillance quand le club en est doté, qui repère et puis ensuite qui va déposer plainte contre X ou alors qui va, là dans le cas de Nancy, c'est ce qu'ils ont fait, une interdiction commerciale de stade pour prononcer une interdiction directe avant que du coup la justice prenne le relais. Et en général, au PC sécurité du stade, il y a un représentant du parquet, il y a un représentant de la police et il y a le directeur de la sécurité du club. Donc les trois déjà sont en mesure d'identifier sur la vidéosurveillance les personnes. Donc ça permet déjà au procureur et à la police de lancer l'enquête et la procédure. Le club, lui, peut déposer plainte et la Ligue l'y encourage. Par ailleurs, la DILCRA, maintenant qu'on a rencontré, nous a dit qu'elle ferait des articles 40 à chaque fois qu'il y a des faits qui seraient admis ou identifiés. Donc il y a une multiplicité d'acteurs qui peuvent le faire. Et je crois aussi d'ailleurs que des associations de lutte contre les discriminations maintenant aussi le font. Je ne sais pas dans quelle mesure il y a un dispositif légal qui leur permet de le faire, mais elles le font de toute façon de manière plus traditionnelle. Peut-être juste aussi une précision. Donc le club est pas il n'est pas obligé de porter plainte s'il y a déjà une organisation qui est mise en place, donc il n'est pas obligé de le faire, si je comprends bien. Le club le fait, mais on a le sentiment que c'est plus par conscience morale que juridiquement, parce qu'en fait, juridiquement, ils ne sont pas victimes. Donc c'est plus difficile pour eux. C'est-à-dire qu'ils savent que juridiquement, il y aura peut-être un écueil sur leur constitution, leur plainte à la constitution de partie civile, mais moralement, ils ne peuvent pas concevoir de laisser passer des faits aussi graves sans déposer plainte. Alors justement par rapport à ça, pas forcément d'ailleurs sur le volet discrimination ou homophobie, mais plus sur le volet racisme. Lorsqu'il y a eu parfois des cris, notamment de singes, vis-à-vis de joueurs qui sont noirs et qui étaient sur le terrain, ce qui nous a été remonté aussi, c'est le fait qu'ils n'étaient pas accompagnés, par exemple, souvent pour le dépôt de plainte, ou alors qu'on avait tendance à minimiser ce qui s'était passé. Donc, est-ce que de ce point de vue-là, il n'y aurait pas aussi peut-être des propositions pour qu'il y ait un accompagnement systématique au niveau juridique des joueurs de foot pour qu'ils puissent porter plainte? Est-ce qu'il y a d'autres manières peut-être d'aider ces sportifs à se défendre et en fait à faire condamner aussi parfois des personnes qui ont le racisme est un délit jusqu'à preuve du contraire, donc... Là, la question des joueurs sur le terrain, c'est qu'ils puissent exercer leur métier dans un environnement sûr. Donc je ne sais pas très bien quelle est la responsabilité du club en tant qu'employeur dans ce cadre-là. Je crois que la responsabilité elle est aussi vers les du côté des syndicats de joueurs d'accompagner leurs joueurs de la même façon que nous, organisation de supporters, accompagnons nos membres quand ils ont besoin d'un soutien juridique. Mais je ne suis pas le mieux placé pour m'exprimer sur la responsabilité des clubs ou des organisateurs de compétition. De mémoire quand même sur les deux derniers incidents, Nancy hier et Dijon il y a 4 ou 5 ans, il y avait eu une réaction très forte des clubs tout de suite. En revanche, je ne sais plus quel était le sujet, je ne sais plus si c'était en France, mais je me souviens qu'il y a un joueur qui s'était plaint d'avoir été victime de propos racistes et ses coéquipiers lui avaient demandé de reprendre le match pour pas pénaliser en Italie, voilà, c'était pour pas pénaliser l'effectif. Donc ça, effectivement, on a la chance de pas le voir en France, mais ça, on peut pas se permettre d'en arriver là, c'est certain. Ok, merci. En tout cas, c'est bien parce que je viens de découvrir qu'il y avait encore une autre entité qui est les syndicats des joueurs. Voilà. L'UNFP. Ok, très bien. Merci à vous et merci de nous avoir accordé ce temps.
Alors bonjour. Nous accueillons à présent Monsieur Patrick Apperet, donc président de l'Association nationale des élus en charge du sport. Monsieur, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nous avons entamé les travaux de cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet dernier. L'Assemblée nationale a décidé de sa création à la suite de très nombreuses révélations publiques de sportives et sportifs et de diverses affaires judiciaires ayant trait à la gestion de certaines fédérations. Nos travaux se déclinent donc autour de 3 axes: les violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, les discriminations sexuelles et raciales, et les problématiques liées à la gouvernance financière des organismes de gouvernance du monde sportif bénéficiant d'une délégation de service public. Je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. L'Association nationale des élus en charge du sport regroupe des maires et des élus municipaux en charge du sport. L'ANDES est un interlocuteur régulier des pouvoirs publics sur les politiques publiques, sportives, et un lieu d'échange de bonnes pratiques destinées aux communes et intercommunalités. Nous souhaitons connaître les constats et préconisations de votre association sur les sujets qui intéressent notre commission. Le cadre existant pour prévenir, détecter et sanctionner les violences sexistes et sexuelles, les actes de racisme et les discriminations, les atteintes à la probité, vous semble-t-il adaptés ou doivent-ils être renforcés? Plus généralement, quelle appréciation portez-vous sur la gouvernance du secteur? La loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a prévu que l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives et les entreprises veillent à prévenir et à lutter contre toute forme de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives. Pouvez-vous nous présenter les différents leviers d'action des communes et des intercommunalités et nous présenter les actions conduites en ce sens? Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « Je le jure » après avoir activé votre micro. Je le jure. Merci. Je vous laisse donc... c'était la main gauche, on me dit. Je le jure. Merci. Du coup, je vous laisse la parole pour 5 à 10 minutes, puis ensuite on passera aux questions et à un échange. Merci. Alors, il faut activer le micro. Je suis Patrick Apperet, je suis d'abord adjoint au maire de la ville de Brest, et puis depuis 2020, président de l'ANDES. Alors, vous avez rappelé le rôle de l'ANDES. L'ANDES, en faux, c'est une belle histoire autour du rugby d'adjoint au sport qui se retrouve et qui décide de faire une cause commune pour aller voir la fédération et essayer de peser de tout leur poids pour que le rugby français ne devienne pas, en gros, à l'époque au moins, le football français. Et de cette petite association est née l'ANDES au niveau national. Et aujourd'hui, effectivement, c'est près de 8000 communes qui rayonnent autour de l'ANDES. Et on est, je crois, on fait partie avec les bénévoles de ceux qui sont au plus près des terrains de sport, des clubs, des associations sportives, et qui nous mettent tous les week-ends, qui nous font aller dans les stades tous les week-ends et dans les gymnases. Donc forcément, on a d'abord une expertise de terrain, et on reconnaît là bien que on a repéré ces soucis qui sont bien entendu arrivés dans les communes avec tout ce que ça comporte, puisque c'est toujours des délits forts, de la sidération, de l'écœurement quand on apprend des fois les événements qui se sont produits. Et donc derrière tout ça, je crois qu'il faut d'abord peut-être repérer dans quel contexte tout ça se situe. Vous dire que sur le financement du sport, les communes qu'on représentent 82% des financements, qu'aujourd'hui l'État représente 0,2 du budget de l'État est consacré au sport, qu'on a fait d'ailleurs, vous êtes en pleine discussion à l'Assemblée sur le budget et qu'on a fait une série de propositions pour un peu sortir de là, même si avec les Jeux Olympiques qui sont quand même un moment extrêmement important pour le sport français, les budgets ont augmenté
mais sont loin d'être à la hauteur des enjeux pour la suite, et y compris pour l'héritage. Et c'est là-dessus d'ailleurs qu'on a saisi un certain nombre de députés, et qui sont un premier élément des difficultés qu'on rencontre. Le deuxième élément, c'est bien entendu la question du bénévolat. Le sport, c'est 3,5 millions. Le bénévole aujourd'hui, eh ben, nous, on l'entend, on le voit, on craint qu'après 2024, ça soit difficile. Très difficile, puisque beaucoup d'entre eux sont vieillissants et finalement se diront, une fois passés les Jeux, ils auront franchi le Graal qui est le leur, et qu'il va falloir, dans les fédérations, renouveler. Et le statut du bénévole étant ce qu'il est, je vous avoue que c'est compliqué. La réforme des retraites n'aide pas davantage. Et ce bénévolat, eh ben, quand on est dans une situation comme ça, on finit par avoir, autant dans les clubs, autant quand on fait de l'événementiel, on trouve tous les bénévoles qu'on veut. Les parents sont là, les sportifs sont là parce qu'ils sont à la fois sportifs amateurs, mais ils donnent aussi un coup de main dans le club. Mais dès qu'on arrive sur les deuxièmes niveaux, c'est-à-dire rentrer dans un comité départemental, rentrer dans une ligue, rentrer dans une fédération, là, ça change tout. Il faut commencer à se déplacer, à traiter des sujets qui sont pas forcément des plus amusants. Les arbitres, les règles, etc., etc. Et là, le risque qu'on a, et qui existe déjà, c'est que forcément, faute de trouver des bénévoles pour réaliser ces missions, on finit par se retrouver dans un certain entre-soi. Même si ceux-ci sont vraiment pour ce qu'on connaît nous, avec qui on échange, sont des personnes remarquables qui font un super boulot, mais ils ont du mal à trouver, à faire rentrer, et donc l'entre-soi l'emporte. Et vous savez comme moi que quand on commence à être dans l'entre-soi, la démocratie se porte moins bien. L'omerta apparaît, entre nous, c'est pas, on n'a pas à le dire aux autres, etc. Donc ces sujets apparaissent parce qu'effectivement, de notre point de vue, on n'a pas dit jusqu'au bout de la réflexion sur la manière dont on finançait le sport ou la manière dont on traitait la question du statut des bénévoles. Et il va bien falloir y revenir si on veut effectivement que tout ça, ça bouge vraiment et que on ait du renouvellement et à la fois l'apparition de la parité à l'intérieur de l'ensemble de ces équipages. Orlandès, de ce point de vue, a décidé très rapidement de mettre en place une commission qui traite ces problèmes et qui travaille donc les questions de la citoyenneté, du bénévolat et de forcément tout ce qui tourne autour des violences à la fois dans les stades et en tout genre. Pour ce qu'on peut repérer aujourd'hui dans des municipalités assez importantes, je vais citer Brest parce que c'est ce que je connais le mieux. La question des violences, par exemple, n'est pas seulement traitée au niveau du sport, elle est traitée très globalement. On a, par exemple, à Brest, mis en place ce qu'on appelle une maison des victimes, lieu de ressources, lieu de discussion, lieu de signalement, lieu aussi de facilité de discussion entre les gens pour qu'ils puissent livrer de façon tranquille ce qu'ils vivent et qu'ils le disent avec la plus grande précision ou au moins avec la plus grande confiance possible face aux acteurs qui sont en face d'eux. Et donc forcément, il y a les violences conjugales, mais les violences au sport apparaissent. Et donc cette question de la manière dont on arrive à faire que les choses soient dites, que derrière on puisse faire les signalements, sont des choses à mon avis essentielles. Et forcément, pour réussir à faire ça, faut-il encore que sur la question de la sensibilisation, on fasse un travail suffisamment solide. Alors, quand on discute entre nous au niveau de l'Andes, ce qui revient souvent, c'est bien entendu Colosse au pied d'argile, qui est utilisé à la fois par beaucoup d'associations, mais pour ça, il faut être très structuré et avoir un peu d'argent aussi. Ce n'est pas une association gratuite, et donc il faut avoir un peu d'argent. Pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Et donc on travaille avec eux et on monte des programmes et des projets de sensibilisation autour de l'ensemble des questions des violences dans le sport. Et puis derrière, la sensibilisation, c'est aussi faire des conférences entre nous. L'Office des sports, les ligues organisent régulièrement des conférences pour rappeler au fond à la fois les droits et les devoirs de chacun. Voilà un peu comment les choses fonctionnent. Je le dis dans un contexte où le sport, sur le plan de ses moyens, n'est pas très en forme. Je vous disais,
82% du budget, c'est les communes. Mais 80% des équipements, c'est aussi les communes. 25% ou 29% des équipements ont plus de 50 ans d'âge. Il faut faire avec ça. Et si demain, on n'a pas un plan Marshall, c'est ce qu'on a demandé, profitant de ces Jeux Olympiques en se disant, puisqu'on a nos Jeux Olympiques, profitons-en pour mettre le sport au meilleur niveau. Pour l'instant, la ministre fait du bon travail. Les choses évoluent, mais on est loin. 0,2 du budget de l'État, on est loin du résultat. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et si on a des mauvais équipements, vous savez, l'affaire du carreau cassé dans le logement social, c'est le début du reste. Et donc, il faut que nos équipements soient en parfait état, correspondent aux attentes aujourd'hui écologiques et soient en capacité de recevoir des activités dans les meilleures conditions possibles. Le deuxième élément qui vient, nous on le constate, c'est aujourd'hui par exemple dans le monde du sport, on refuse des enfants, les clubs refusent des mômes. Ils refusent des mômes parce qu'ils n'ont pas l'encadrement nécessaire. Et la deuxième question vient, c'est comment on finance l'emploi du sport. Vous avez vu sur la culture. Quoi qu'on en dise, les intermittents du spectacle jouent un rôle majeur dans le développement de la culture. C'est un statut, il est ce qu'il est. Dans tous les cas, dans le sport, on n'a rien. On n'a rien. Des emplois aidés de temps en temps et les pauvres associations qui en prennent parce qu'elles ont le sentiment de cette humanité. Qu'est-ce qu'elles font? Elles embauchent quelqu'un qui a vraiment, souvent quelqu'un du club ou quelqu'un qu'on connaît bien, qui a envie de vraiment de donner à son club. Eh ben, on peut l'embaucher 1 an ou 2, et puis dès que les aides se terminent, eh ben, il n'y a plus les moyens nécessaires pour prolonger, et c'est un crève-cœur de se séparer de ces personnes. C'est ça le vivant des clubs. Et quand vous êtes dans cette situation-là, eh ben, la vie est difficile. La vie est difficile, je le dis. La vie est assez difficile, et donc pour l'Andes au moins, toute la question qu'on a dans nos communes, c'est d'essayer de faire en sorte que eh ben, on trouve les meilleures conditions pour que nos clubs essayent qu'on trouve les créneaux, les moyens, etc., pour que cela fonctionne normalement. Voilà un peu peut-être les éléments de présentation. Je vous ai dit, nos 3 axes, c'est ça, c'est la question de la sensibilisation qui nous tient à cœur, la question de la prévention avec forcément les conférences qu'on organise, et puis après, cette question du signalement, de l'article 40. Enfin voilà, dès que les choses sont avérées, il faut immédiatement prévenir le procureur et le travail s'accomplit derrière. Voilà un peu peut-être les quelques éléments de début de séance que je voulais vous présenter. Oui, merci beaucoup. Peut-être avant de commencer, parce que j'avais une série de questions sur d'autres sujets, mais peut-être en préambule, est-ce que vous connaissez la cellule Signal Sport du ministère des Sports? Pardon? La cellule Signal Sport. Oui, bien sûr. On l'utilise beaucoup. Enfin, nous, on est... Alors, sur ce sujet-là, je vous dirais qu'on est un peu agacé sur la manière dont les réseaux sociaux traitent ces affaires. Et je pense que sur Signal Sport, par contre, il manque de publicité. Franchement, pour moi, enfin, pour nous, l'Andes, c'est un bel outil. C'est un bon outil. Faut-il encore que... on en fasse une promotion un peu plus importante. Alors on le met, nous, nos communes avertissent, etc. Mais ça mériterait mieux, quoi. Ça mériterait mieux pour que les signalements fonctionnent. Pour l'instant, ça reste trop. Enfin, c'est pas suffisamment mis en avant de mon point de vue. Est-ce que vous en connaissez le périmètre? Comment ça? Sur quel sujet traite cette cellule? Les violences dans le sport et puis les violences dans les stades, non? Enfin, pour nous, c'est autour de ça qu'on travaille. Mais quel type de violence? Violences sexuelles et violences physiques. Et voilà. Okay. Ça vous va pas? Vous riez? Parce que ça semble pas très clair pour beaucoup de monde. Mais vous êtes une des rares personnes dans ces auditions à connaître la cellule Signal Sport. Ce qui rejoint ce que vous disiez sur le manque de publicité. Exactement. Mais c'est aussi, je vais être franc avec vous, c'est aussi le résultat de cette commission qu'on a mis en place sur l'avant-dernier congrès, où on s'est dit, il faut vraiment qu'on regarde ça. On a là quelque chose à travailler, qu'on ne travaille pas suffisamment, d'autant que des discussions apparaissaient dans différentes communes, et la prise de conscience a fait qu'on a... Et à partir du moment où on a une commission qui travaille, forcément, ça révèle, quoi. Et est-ce que vous savez, par exemple, si la question du racisme, discrimination, homophobie fait partie du périmètre de la cellule? Oui, bien sûr. Je pense, oui, bien sûr. Bien sûr que tous ces sujets sont au cœur de ce travail. Okay.
Je vous pose la question parce que c'est pas clair. En fait, pour la DILCRA, ça ne fait pas partie du périmètre de la cellule. Ah oui. Pour moi aussi. Pour le site, sur le site, c'est pas très clair. Ouais. Mais visiblement, il y a quand même des associations qui ont porté connaissance d'affaires d'homophobie notamment Ouais. qui ont été traitées. Moi, je trouve que, si ça rentre pas, elle a un problème, quoi. Parce que ou elle englobe l'ensemble du sujet, ou autrement, il y a quelque chose qui... Enfin, il y a un moment donné, elle va avoir des problèmes de fonctionnement. Elle dira, ça, je prends pas, ça, je prends. Elle dira, bon, c'est plus à peine de la saisir, parce que quand tu l'appelles, elle dit que c'est pas au bon endroit. Donc, il vaut mieux qu'elle prenne tout et qu'elle travaille sur l'ensemble de ces sujets, qui, à mon avis, sont les uns et les autres un peu imbriqués, quand même. Hein. Et est-ce que vous pouvez nous dire qui peut saisir la cellule Signal Sport? Qui peut saisir? Je pense les intéressés ou les élus dans les clubs. Voilà. Je pense que c'est autour du mouvement sportif de nous, en tant qu'adjoints, si on est saisi. Et puis, je pense qu'individuellement, celui qui se sent concerné, quand même, c'est ça. C'est là une entrée qui est, à mon avis, extrêmement importante. Alors, peut-être, justement, je voudrais revenir un peu sur le rôle des collectivités territoriales, vous l'avez évoqué, qui sont, ça nous on l'a bien repéré, hein, aussi les premiers acteurs du sport français. Et donc, engagement, vous l'avez dit, en faveur des installations sportives, et surtout, je pense, le bloc communal qui, je crois, à lui seul possède environ 70% qui possède et entretient 70% des équipements. Donc, elle supporte notamment aussi les charges d'investissement et de fonctionnement très importantes. Nous, en tout cas, on a estimé à 12 milliards d'euros chaque année, ce qui est ce que les collectivités mettent à destination du sport. Et en fait, ce rôle a été reconnu à sa juste valeur dans la gouvernance de l'Agence nationale du sport, puisque le collège des collectivités comprend autant de membres que ceux de l'État et du mouvement sportif. Il en est de même au sein du conseil d'administration, où les collectivités territoriales détiennent 30% des droits de vote. Alors, 4 ans après la mise en place de ce nouvel opérateur de l'État, quel bilan tirez-vous de l'action de l'ANS? Alors, très franchement, faut qu'on se dise des choses. L'ancien système, le CNDS, je vous ai dit, 0,2 l'État, financement du sport, 0,2 de son budget. On est, nous, largement... C'est nous qui avons le carnet de chèques, c'est les collectivités territoriales qui ont le carnet de chèques du sport. Ce qui se passait avant, c'était un scandale. C'est-à-dire qu'on avait un face-à-face entre le mouvement sportif et l'État, et nous, on n'y était pas, alors que c'est nous qui payons. Ça ne pouvait pas coller. Donc, on a demandé, dans un premier temps, à participer au CNDS, au moins d'avoir une voix consultative. On a eu du mal à l'avoir. Il a fallu vraiment beaucoup de négociations pour qu'on accepte que les collectivités parlent à l'intérieur de ça. Quand les nouvelles pratiques, quand la nouvelle arrivée de l'ANS est arrivée avec cette nouvelle gouvernance, on n'est pas complètement satisfait. On n'est pas complètement satisfait parce que, bon, 30-30-30, c'est 10 pour le MEDEF. Bon, c'est ainsi que les choses ont été redistribuées. Mais pour que ça fonctionne, il faut que ça soit descendant, mais surtout ascendant. Et pour l'instant, je ne vous cache pas que c'est resté descendant. L'État continue de garder la main, y compris sur les régions, où c'est plutôt les DRAGES et les préfets qui tiennent les dossiers, et que ça continue de fonctionner un peu comme ça. Et donc nous, on n'est pas trop satisfaits. Autant l'ANS nationale fonctionne, parce qu'elle a, y compris le sport de haut niveau à gérer, et on est bien dans le travail de l'État. Autant alors pour l'ANDES, on assume complètement nos responsabilités, c'est-à-dire qu'on a pris des présidences de conférences régionales, on a pris des présidences de commissions des financeurs, mais donc on a dit chiche, ok, mais pour l'instant, on regarde ça encore en se disant à quel moment quand même on va être à égalité de conversation. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Peut-être aussi une précision, parce que vous évoquez la présence du MEDEF justement sur l'ANS, et je crois qu'au départ, l'idée était justement qu'il puisse y avoir des financements de ce point de vue-là, et c'est pour ça qu'il participe au conseil d'administration. Est-ce que c'est le cas depuis la mise en place de cette agence? Est-ce que vous avez vu des différences? Non. Non, je vois pas bien à quel endroit. Donc je vois pas bien. Pour l'instant, le MEDEF occupe la place qui est la sienne au regard de ce qu'il représente, à la fois par rapport aux entreprises qui ont des entreprises qui travaillent sur les questions du sport,
Et puis d'autre part, mettent aussi des financements, mais vous les connaissez comme moi. Il s'agit des financements de partenariat dans les grands clubs pour des raisons d'image. Donc c'est pas le même euro que... J'ai toujours tendance à dire, moi, que l'euro public, lui, il sert le bien commun à 100%. L'euro d'entreprise, et c'est normal, hein. Moi je critique absolument pas une entreprise quand elle met un euro quelque part, c'est pour que derrière ça serve à quelque chose pour l'entreprise. Et de l'autre côté, il y a beaucoup aussi de défiscalisation. Donc dans tous les cas, l'argent des entreprises, j'ai jamais le même euro que l'argent public, jamais le même. Donc, et il faut bien avoir en tête pour comprendre. Et derrière tout ça, pour l'Andes au moins, pour l'instant, notre place au sein de l'ANS est le résultat du fait que c'est l'AMF qui nous désigne à l'intérieur de son quota. On aurait souhaité, nous, l'Andes, être des représentants pour ce qu'on est, ce qui n'est pas le cas. Hein. Alors justement, les conférences régionales du sport sont désormais toutes installées en métropole. La plupart des projets sportifs territoriaux ont été adoptés. Cependant, à notre connaissance, aucun contrat pluriannuel d'orientation et de financement n'a été signé à ce jour. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Et au vu des projets sportifs territoriaux adoptés, des engagements ambitieux au plan local, suivis de financements réels, peuvent-ils être espérés? Écoutez, pour l'instant, effectivement, des PST ont été faits dans toutes les régions. Alors, PST, les projets ont été faits par des cabinets très souvent qui ont regardé la situation des territoires, ont repéré des choses intéressantes, mais aussi ont défoncé des portes ouvertes. Hein. Quand on est toute l'année dans son club, on sait qu'il y a moins de filles et plus de garçons ici, que de l'autre côté, c'est le contraire, et que, par exemple, à Brest, quand on est à Brest, on sait qu'il y a de la mer autour, et donc il y a probablement un peu de voile. Donc il n'y a pas besoin d'en faire un rapport de 15 pages pour nous expliquer ça. Voilà. Je le dis parce que c'est un peu ça. Et moi, j'aurais préféré, je vous le dis, hein, je l'avais demandé dès le départ. Moi, ce que j'aurais préféré, c'est des choses que vous connaissez bien. C'est qu'au fond, un maire, un président de région, un président de conseil départemental, quand il va aux urnes, il présente un programme, non? S'il est élu, on est bien d'accord, il est élu son programme. Mais vous êtes bien d'accord de reconnaître qu'il y a souvent du sport dedans, il y en a. Donc la question qui nous est posée, qui me paraissait plus pragmatique, c'était plutôt de regarder les PPI de chacun. Quels sont les projets d'investissement sur les 6 ans à venir? Tout le monde les a. Pas dur de mettre sur une carte après, de la région en question, les projets qui sont envisagés. Et puis derrière, de regarder comment on va financer tout ça. Et là, à mon avis, il y a beaucoup de monde à la Réunion, oui. Mais si c'est pour parler du fait qu'on a un problème de parité, ou que... on sait ça. Donc on y travaille quotidiennement, tout le monde travaille là-dessus. Et on a quand même quelquefois, j'ai le PST de Bretagne qui est très bien fait, là, vraiment le cabinet fait un excellent travail, n'entendez pas que c'est du mauvais travail, bien au contraire, c'est bien fait. Mais je ne suis pas sûr que c'était la question qu'avaient envie de poser ceux qui sont tous les jours sur les sports. Donc ils nous ont rendu un beau projet, 297 pages. J'avais vu celui d'avant déjà, hein, parce qu'il y a 10 ans on avait fait un aussi. Alors il est bien écrit, bien graffé, etc. Vous n'allez qu'à regarder, il y a un peu de poussière dessus. Il est déjà au-dessus de l'armoire. Parce que tout simplement, ce qu'on a besoin de savoir, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et quels moyens on va disposer pour réussir le coup ensemble. Et de repérer à quel endroit on a des carences. Si on s'aperçoit qu'au milieu de la région, il y a 30 000 habitants et qu'il n'y a pas de piscine, peut-être qu'on doit regarder, non? C'est peut-être le coup que tout le monde s'y mette et regarde. Est-ce que c'est un problème de financement parce que justement toutes ces communes n'ont pas les moyens de s'en payer une? Est-ce que c'est autre chose? Pourquoi? Et derrière, essayer de trouver des analyses, des stratégies qui permettent effectivement d'être à la hauteur de l'enjeu. Et pour l'instant, les choses sont en place, les réunions se tiennent. Ouais, voilà, mais je vous dis, moi qui suis un pragmatique, j'aurais tendance à dire à quel endroit, et je reste convaincu qu'on va avoir des problèmes de quorum si ça continue comme ça. Je le pense sincèrement. Peut-être pour aborder un peu la question du rôle des collectivités plus précisément, la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a modifié l'article L100-2 du Code du sport qui dispose désormais que l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, fédérations et entreprises
veille à prévenir et à lutter contre toute forme de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives. Est-ce que vous pouvez nous peut-être partager avec nous quels sont les leviers au niveau de la ville de Brest, par exemple, qui sont mis en place justement en lien avec les clubs, avec les fédérations pour travailler sur tout ce volet VSS, discrimination, racisme? Je vais vous citer un levier qui montre qu'il faut remettre sur le métier sans arrêt sur ce début d'année sur les questions du football. Avec le district de foot, on a souhaité réunir tous les adjoints au maire de la métropole brestoise, 8 adjoints, et donc ça représente 230 000 habitants, et donc tous les clubs de foot du coin, avec cette idée, comment on crée un début de saison dans lequel on sensibilise sur l'idiotie des violences, des insultes aux arbitres, y compris des pressions menées sur les enfants, t'as pas marqué ton but, et puis des engueulades entre parents parce que l'équipe adverse ou parce que le gamin a été accroché sur le match, etc. Donc comment on fait pour lutter? Alors on a mis un plan en place, on a bien travaillé, on est très fiers de nous, donc on a vraiment mis partout dans les vestiaires des lieux de des panneaux de sensibilisation, des alertes, on a alerté les clubs pour qu'en début de saison ils puissent expliquer un peu qu'il fallait être attention, les valeurs du sport, les respects de l'arbitre, les respects des règles étaient quelque chose d'essentiel. Pas de bol, ce week-end, dans un de mes stades, il y a eu du bazar. Donc c'est un peu agaçant quand même, parce qu'on se dit on a bien fait, et puis je ne sais pas pour quelle raison, une erreur d'arbitrage, je ne sais quoi, il y en a un qui s'en est pris à un autre, et ils se sont battus, il faut sans arrêt remettre sur le métier, quoi. Et donc là, le club, par exemple, a décidé d'arrêter son activité pendant. Ils ont commencé par dire une semaine, mais on voit qu'il faut sans arrêt être dessus, quoi. C'est pas seulement un coup, là, on va se réunir, on va retravailler, on regarde. Enfin, c'est comme ça. Mais on avait fait, on est très fiers du travail qu'on a accompli parce qu'il y a eu une prise de conscience de l'ensemble des élus, les présidents de clubs qui étaient là, les entraîneurs qui étaient là. On a eu un excellent échange, ça a bien marché. Puis pas de bol, on a ce coup ce week-end. Lors des auditions qu'on a pu faire, il y a des personnes qu'on a eu l'occasion d'auditionner qui nous ont cité en exemple la ville de Lyon, par exemple, qui vient de conditionner les subventions aux clubs de son territoire au fait qu'ils suivent des formations de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Est-ce que c'est des dispositifs qui peuvent être déclinés à l'échelle du pays, pourquoi pas même d'ailleurs au niveau du CNOSF ou d'autres structures selon vous? Oui, on le fait dans nos communes. Souvent avec les clubs qui sont... à Brest, par exemple, on le fait avec les clubs qui sont conventionnés. S'il y a une convention, il y aura forcément un article 5 ou 6 qui va fixer tous les éléments sur lesquels on veut qu'on bosse et ils doivent nous donner un rapport. Et s'il n'y a rien de fait, il y a un risque de ne pas payer la subvention ou de demander le remboursement de la subvention. Donc ça existe. Alors après, toute la question, c'est la mise en œuvre. Parce que je vous le disais au début, la question des bénévoles est une question importante. Un bénévole, c'est une personne qui accepte de donner un week-end, une journée, pour donner un coup de main. Alors il veut faire quand même, il veut bien apporter sa contribution, mais si ça se termine avec des contraintes, eh ben, il finit par se dire, moi ça ne marche pas, enfin je ne suis pas venu là pour ça, quoi. Et donc la complexité de l'affaire, c'est cela. Et aujourd'hui, je le redis, mais sur la question de l'emploi dans le sport, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Et il va bien falloir qu'à un moment donné, cette question soit traitée. Et il ne s'agit pas de payer les entraîneurs. Il s'agit de trouver des solutions pour qu'à l'intérieur des clubs, on forme des staffs aujourd'hui là, en management du sport. On a toute une série de la jeunesse qui est formée sur les questions du sport. Et on n'est pas capable de leur proposer ce type d'emploi qui correspondrait parfaitement à ce qu'ils ont étudié et qui éclairerait l'ensemble des bénévoles d'un club si on pouvait leur donner la main. Sauf que on n'a pas de solution. Je rappelle, à Brest, 70% des clubs, c'est que des bénévoles, pas un seul salarié. 70%. Voilà. C'est ça aussi la résonance du sport en France. Donc voilà. Juste
juste justement sur cette question des bénévoles, on voit bien effectivement que c'est grâce à ça que vit le monde et du ils sport sont riches, aujourd'hui. ils sont super. C'est Oui. des gens, c'est un vrai bonheur d'être adjoint au sport. Avec ça, c'est un bonheur de rencontrer ces gens. Mais on voit bien, moi je repère, hein, je vous le dis, la résilience, elle a ses limites. Elle a ses limites. Et là, on verra après les jeux. Autant, je vous le dis, je me souviens, parce que les renouvellements sur les fédés, les CD et les ligues se font en même temps que les Jeux Olympiques. À la fin des Jeux, c'est donc tous les 4 ans. La dernière fois que le renouvellement a eu lieu, il y avait plutôt beaucoup de monde pour y aller. Parce qu'ils se disaient, si j'entre au CD à la Ligue, moi je serai au jeu. Ce sera en France, Paris, ça va être super. Donc il y a eu plutôt une bataille positive. Mais cette fois-ci, ça peut être le contraire. Ça veut dire, ça y est, j'ai vécu un grand moment, et ben, je passe la main et c'est peut-être quelqu'un d'autre d'y aller. Sauf qu'aujourd'hui, notre société, vous le savez bien, on n'a plus les possibles de guerre, on n'a plus, moi, à Brest, les gens de l'Arsenal, les gens, ils ont, les couples, ils ont leur vie, avec des contrats de travail des fois éclatés, on finit à point d'heure, on commence à point d'heure, et ben il n'y a pas de temps à donner le soir pour aller s'occuper de l'entraînement de ci ou d'encadrer ou de donner un coup de main pour que le club fonctionne. C'est aussi ça la difficulté de la société d'aujourd'hui. Donc je vous dis, sur le bénévolat, il faut vraiment s'attaquer au statut, se poser des grandes questions sur qu'est-ce que ça veut dire l'emploi dans le sport de demain, et en regardant de près ce que font très bien une culture. Ils sont bien, ils font du bon boulot. Et ben, il faut regarder ce côté-là pour voir comment on peut s'appuyer sur le savoir, sur ce qu'ils ont produit pour faire que le sport gagne un message sur le sujet. Alors, lors des auditions ont été évoquées la mise en place des contrôles d'honorabilité. Est-ce que vous avez des retours justement des clubs avec lesquels vous travaillez sur la mise en place du contrôle d'honorabilité? Parfois, certains ont des difficultés. Est-ce que vous avez aussi ces mêmes remontées? La principale remontée, c'est l'assurance pour les parents. Moi, je trouve que ce qu'il faut reconnaître sur les contrôles d'honorabilité, c'est quand la maman va poser son gamin, il se dit là, dans le club, il y a un contrat d'honorabilité. Et ben, je suis garanti que voilà, il n'y a pas de bazar. Et ça compte énormément. Après, c'est vrai que l'autre difficulté, c'est que des gens qui sont qui travaillent, qui ont fait ce bénévolat pendant des dizaines et des dizaines d'années, considèrent que c'est pas correct de leur demander ça. Voilà, c'est des choses qui sont faciles à régler. Enfin, ça nécessite un peu de discussion, mais ça va bien. Donc les gens sont au contraire que ça sécurise quand même. Alors, nous, on n'est pas persuadés que ça sécurise, c'est de notre côté, mais est-ce que, de votre point de vue, il n'y a pas une difficulté pour les clubs, ou en tout cas les fédérations, de mettre en place dans leur ça a été, est-ce que c'est ce qui est évoqué en fait lors de oui, bien sûr. Il faut vraiment faut une grande discussion entre eux pour qu'ils comprennent bien les enfants. Donc, c'est pas des reproches qu'on fait aux uns aux autres, mais qu'on décide de faire ensemble mieux et bien, et qu'on montre à tout le monde qu'on est un beau club et un grand club. C'est cette discussion qui doit exister. Et si elle n'existe pas, ça peut créer des difficultés. Alors, du coup, effectivement, la question des discussions autour du contrôle d'honorabilité, mais est-ce que de ce que vous pouvez voir sur le terrain aujourd'hui, est-ce que tous les clubs font le contrôle d'honorabilité? On n'a pas vérifié. Non, je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire, je n'en sais rien. Je n'ai pas d'éléments de contrôle. Je n'ai pas de document moi, qui pourrait, je pourrais vous dire, j'ai garanti que j'ai pas. Peut-être que c'est probablement fait,
avec les autres élus justement qui sont au niveau hollandais? Est-ce que vous avez l'occasion d'échanger sur l'honorabilité? Oui, c'est ce que je vous dis, je pense que ce qu'il faut pour c'est cette discussion-là. Par contre, cette question que vous posez, la dernière question, on ne se l'est pas posée. Honnêtement, on n'a pas eu cette discussion. Est-ce que vous êtes parti du principe que c'était fait? Bah oui, c'est ça. Et puis, oui, c'est ça. Enfin, puis probablement que quand même, on est tellement happé quand même, qu'il faut que quelqu'un y pense. Enfin, voilà, ça nous paraît être naturel. Donc, il faut que. Non. Enfin, moi, si vous me donnez un document qui reste, c'est capable de me dire que tous les faits, je vous dirai, je ne sais pas. Donc, je pense que oui, mais je ne sais pas. Je sais pas. Je pense que pour tous les. Je sais pas. Certaines tout de suite dans la manière de traiter cette affaire et considérer qu'il fallait tout de suite que tous les documents soient rassemblés, qu'il y a un temps où on vérifie, on contrôle, mais je n'ai pas d'informations comme ça. Est-ce que, à votre connaissance, dans le projet sportif territorial, justement, est-ce que la dimension justement sur la prévention, la formation de la lutte contre les violences, discriminations, dans le cadre de l'activité sportive, est-ce que c'est bien pris en compte dans les projets territoriaux? Je pense que voilà. C'est un souci majeur. Un souci majeur. Franchement, ce qui s'est passé dans ces derniers temps, c'est devenu quand même. Voilà. C'est tellement dur, si vous voulez, quand ça arrive dans un club, que ça tout le monde se dit c'est pas possible. On prend des mesures, on fait attention, on fait des choses. Par exemple, un club de gymnastique a décidé en expérimental de trouver des tenues particulières pour le gymnase pour les projets. Première une idée comme ça, ils ont trouvé ça, ils ont mis ça en place. Voilà. Et puis ça rassure, les jeunes filles sont contentes aussi d'être plutôt en survêtement ou avec des. Plutôt que. Parce que c'est une des difficultés des violences sexuelles, c'est le fait d'avoir des corps dénudés aussi. C'est tout ça, ça renforce chez les prédateurs l'envie de passer à l'acte. Donc, ce club va faire ça. On a décidé de faire ça. Ils nous diront si effectivement ça a conduit le club à être plus à l'aise, plus tranquille sur ces questions. Parce que c'est aussi ça, c'est lourd quand même quand vous avez ces questions à traiter. Donc, voilà. Alors, moi, ce que je retiens quand même, c'est que sur les principales alertes, il y a la question du financement. Oui, aujourd'hui, du côté collectivité, ça. Il y a un rendez-vous qui va être manqué. Parce que c'est pas les villages qui va. Vous savez, aujourd'hui, nos équipements, c'est que font les collectivités aujourd'hui avec la crise énergétique, elles s'attaquent bien entendu à leurs équipements les plus énergivores. Les écoles, bien entendu, sont regardées avec beaucoup de précaution et donc il y a beaucoup de travail engagé, mais très rapidement, c'est les gymnases, les piscines, c'est l'ensemble de ces équipements qui ont des grands volumes et qui ne sont pas forcément très isolés, dans lesquels il y a vraiment beaucoup à faire. Et si l'argent du sport, c'est ça, vous voyez, moi j'ai un budget, si mon budget va faire de l'isolation, c'est bien, mais en tous les cas, il ne produit pas d'autres résultats pour améliorer les conditions des sportifs pour faire en sorte que le sport se développe, etc. Donc on a besoin d'avoir, au conseil municipal, quand on décide de construire un gymnase, il faut trouver 15 millions d'euros. Un gymnase de grande qualité, il faut trouver 15 millions d'euros. Si vous avez un effet de levier, ça ne fonctionne pas. Et donc la conviction dans le conseil et convaincre les maires d'y aller, c'est aussi avoir ces effets de levier. Et on le dit, le président de la République a dit que sur la dernière année, il souhaitait que le sport soit un peu la cause nationale. Nous, on l'avait proposé sur l'ensemble du mandat. Je pense qu'il nous faut un vrai plan de marche sur les équipements et il faut que vous traitiez. Ça me paraît essentiel la question de l'emploi à l'intérieur du sport. Vous allez venir sur la question du bénévole. Des centaines de gamins n'ont pas accès au sport parce que le
statut du bénévole, notamment sur la question de l'emploi. Est-ce que vous voyez d'autres propositions ou préconisations justement pour améliorer, pour éviter, sur le volet préventif, soit sur le volet des sanctions, tout ce qui est en lien avec le périmètre de notre commission d'enquête finalement? Écoutez, ce que je crois, c'est qu'il faut nourrir de façon permanente. Il n'y a pas de relâche possible. Moi, je trouve super l'idée de votre commission. J'ai entendu des critiques, je trouve que c'est nul, parce qu'au contraire, c'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin pour faire un coup. On a besoin et c'est cette permanence de cette prise de conscience qui est nécessaire pour qu'on réponde aux 3 axes: sensibilisation, prévention et signalement. Et si on lâche, voilà, ça repart. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie. La question qui nous est posée aujourd'hui, c'est éradiquer. Et pour éradiquer, il faut rien lâcher. Et donc, moi, je trouve que la commission est précieuse. Et je considère que c'est la question qui nous est posée pour l'avenir, c'est des engagements sans relâche. Sans relâche. Et on va y arriver. Merci à vous. Je pense que c'est une belle conclusion pour notre journée d'audition.